Alors après cette passionnante introduction, je le répète, c'était vraiment formidable. Nous allons nous intéresser aux moyens de favoriser cette vie bonne dans les établissements. Bref, passer aux applications pratiques et tenter de trouver les meilleures solutions, celles qui conviennent le mieux aux résidents, aux soignants et à leurs familles. Ce n'est pas une mince affaire. Mais je vous propose tout d'abord de regarder ce qu'en disent les personnes âgées, justement interrogées sur cette vie bonne dans 3 EHPAD de la Fondation Partager Vie en Isère. La vie bonne. C'est quoi ça? C'est la question que je vous pose. La vie bonne. La vie belle? Non, pas ça. C'est la vie bonne toujours pour. La vie bonne. Ah, c'est la vie bonne. Je prends comme ça vient. Tout simplement. Il y a des bons, il y a des mauvais. On pleure, on rit, on fait tout à la fois et puis c'est tout. Il faut être un peu philosophe. Il faut accepter la vie comme elle vient et puis demain, on verra. C'est au fil de la vie qu'on apprend cette philosophie quand même. Une bonne ambiance dans la maison, ça c'est très important. Une bonne nourriture. Sauté de dinde aux herbes de Provence, avec des frites. C'est bien les animations qu'ils font, c'est très bien. Mais c'est sûr, j'ai vu autre chose aussi. Je ne peux pas leur dire. Ça vous fait rire. Et le vendredi, il y a 2 bénévoles qui viennent pour la lecture du journal. C'est merveilleux. Okay. C'est merveilleux. Moi, j'aime bien et je participe d'abord. Il y avait trop d'appels ce matin. Oui. Écoute, je te rappellerai parce que là, je suis avec un monsieur pour une interview. On a la Gazette, là, vous voyez, là-dessus, là. Et là, c'est la campagne de mon fils du Loiret avec sa petite fille. Et là, c'est ma petite fille de Savoie, non, de Strasbourg, avec son gamin. C'est tout à fait agréable. Ce tableau, c'était un tableau préféré de mon mari. Il l'avait mis dans sa chambre et à son décès, je l'ai ramené là. Je l'ai peint en autodidacte. Hein. J'ai dit, hein, tu vas passer ta vie à travailler. Il faut faire quelque chose qui ne serve à rien, uniquement pour le plaisir. Ça c'est bien. C'est de la drogue. Oh, vous pouvez le prendre, regardez. C'est bien, moi j'aime bien ça. J'en fais le matin et j'en fais le soir, jusqu'à 11h du soir. Ça, c'est de la folie. C'est continuellement. Une fois que je suis dans le foot, dans le rugby, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de bonhomme. Le foot, les boules, tiens, mais j'ai le sac de boules là. Je faisais des concours à Charavine. Tu baisses la main comme ça, et tu lances comme ça. Là, c'est un petit plaisir de faire comme ça. Un bras du Bibéni. Depuis plusieurs années, il y a une dame qui m'en a apporté. Et je trouve que ça me fait du bien. Et je pense beaucoup à la religion sans pratiquer. Il faut toujours garder le but en attendant que la saison vienne. Quand on aime la nature, on se contente dans la dehors, il y a les oiseaux, il y a toutes sortes. Un oiseau qui fait son nid, c'est des porcs, des petites choses comme ça. On a jardiné hier ou avant-hier. Oui, on a jardiné. On a bêché, puis on a planté. Là, voilà, regardez.
ce carré-là. Vous voyez, après on a planté ça là-bas. J'ai ramassé plein des pierres parce que il y avait plus de pierres que de terre pratiquement. On a jardiné effectivement hier. Il y a une personne qui avait apporté plein de petits plants. Ça fait plaisir de faire plaisir aux autres en plus et on se fait plaisir aussi parce que c'est sain. 35 non, 42 oui. 48 oui. C'est un carton. Le 75. Le côté collectif, c'est le plus important. C'est important, quoi. C'est très important puisqu'on est ensemble, on mange ensemble, on participe ensemble à certaines... voilà, c'est très, très important. Après ces témoignages très émouvants, j'appelle à me rejoindre Aline Dulst, qui est psychologue à l'EHPAD Bonne Rencontre en Isère, Dominique Gerby, qui est directrice de 2 établissements partagés vie, les Vergers et les Saulnes, toujours en Isère, Thomas Guéant, qui est kinésithérapeute à la maison d'accueil spécialisée Le Havre de Galadriel, dans le Nord, et aussi nos 2 grands témoins, le professeur Claude Jandel, qui est professeur de gériatrie et conseiller médical auprès du président du conseil d'administration de Partage et Vie, et le professeur Francis Wolf, philosophe et professeur émérite à l'École normale supérieure. Merci à toutes et tous d'être venus. Ensemble, nous avons défini un certain nombre de mots-clés qui illustrent particulièrement bien cette notion de vie bonne. Et nous allons commencer par le plaisir et le désir. Alors, Dominique Gerby, quelles applications pratiques ces 2 mots ont-ils en EHPAD? Et est-ce que vous connaissez ou vous pouvez nous définir des petits plaisirs quotidiens qui embellissent tout simplement la journée? Alors, pour faire le lien avec le petit film qu'on a vu, effectivement, les personnes, elles expriment ces petits plaisirs. Alors, le terme petit ici n'a rien de péjoratif. C'est des plaisirs simples. C'est des plaisirs qu'on avait avant, qu'on retrouve aussi en maison de retraite. L'important, c'est que l'entrée en maison de retraite ne soit pas une rupture et qu'on puisse retrouver les plaisirs qu'on avait avant aussi dans ces établissements-là. À travers quoi, par exemple, en apportant ces meubles, des tableaux, comme on a vu, ça fait partie des petits plaisirs qui peuvent embellir le quotidien? Bien sûr, ça fait partie des plaisirs et des repères aussi que peuvent avoir les personnes. Un des résidents qui était interrogé, alors je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais il avait l'habitude d'aller chercher son journal, l'établissement étant bien implanté dans le centre-ville. Et ça, c'était son plaisir, d'aller tous les jours acheter son journal. Mais c'est aussi, comme à la maison, pouvoir recevoir son journal par porteur ou par la poste et de prendre le matin le temps de le lire après le temps de toilette, après son petit déjeuner, par exemple. Thomas Guéant, pour vous, cette notion de plaisir, est-ce qu'elle n'a pas été trop gâchée par l'épidémie? Si, certainement. On a vécu cette année une année très difficile. Donc on commence de nouveau à respirer. Je pense que j'ai apprécié quand même dans mon établissement le côté de coopération qu'on n'avait pas forcément auparavant et qu'on a pu découvrir dans le cadre de cette année un peu particulière où soignants et de tout corps de métier, on s'est serré les coudes justement pour permettre à nos résidents de continuer une vie bonne dans un établissement qui se fermait petit à petit à l'extérieur. Et pour vous, Adeline, quel exemple vous donnez? Il me semble ce qui est important, c'est de pouvoir proposer un environnement suffisamment enrichi aux résidents pour qu'émerge le désir aussi de faire vivre certains plaisirs. Donc on a vu parmi les résidents la question du jardin, la question du chat aussi, toutes les façons... Il y a des animaux dans tous les EHPAD. Maintenant, c'est autorisé. Les gens peuvent en avoir autant qu'ils le veulent. En tout cas, ils peuvent avoir un animal de compagnie.
Alors, je ne sais pas s'il y en a dans tous les établissements. Il y a des établissements qui font le choix d'avoir un ou plusieurs animaux au sein de l'établissement. Peut-être d'autres établissements où il y a aussi des animaux particuliers de résidents. Oui, moi, par exemple, dans mon établissement, donc on a un handi-chien qui s'appelle Indic, avec différents professionnels, justement. Donc, c'est un Golden Retriever qui sont formés, justement, pour aller au contact des résidents et en fonction du corps de métier, eh bien, on adapte justement la prise en charge de l'animal au plus près du résident. On a aussi, par exemple, une ferme thérapeutique qui intervient. Donc, c'est un monsieur qui vient avec différents animaux. On avait également une dame qui venait avec des petits chiens aussi, qui s'appelait Complicity Dog. Donc, la présence animale, oui, est complètement... Elle est très bien vécue. Elle est souhaitée, oui, elle est souhaitée par les résidents, et ça se ressent. Rien que, alors vous pouvez avoir à la fois une interaction entre le résident en interaction directe avec l'animal, mais rien que la présence de l'animal dans une pièce peut des fois être bénéfique pour diminuer par exemple des troubles cognitifs et par exemple dans le cas d'une séance de kinésithérapie nous permettre d'atteindre plus facilement des objectifs qu'on n'arriverait pas à atteindre sans la présence de l'animal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre éventuellement comme exemple que vous pouvez proposer ? Moi, je pense aussi à toute la place du sensoriel, de tous les sens, le plaisir de bien manger, de partager un goûter assez simple, des fois même avec les enfants d'un centre de loisirs à côté, des petits bonheurs simples qu'on connaît à tout âge, en fait, et qui peuvent perdurer. Le plaisir de pouvoir... recevoir un bain de pied indépendamment de l'aspect d'hygiène ou des choses comme ça, mais plus du côté du bien-être corporel. Ça reste des plaisirs aussi très importants. Et puis peut-être autre chose qui rejoindra d'autres thématiques certainement plus tard, mais la question de l'humour, je trouve qu'on peut voir aussi dans les témoignages qu'on vient de voir, qui reste un plaisir du quotidien de façon très transversale aussi. Alors justement, cet humour, vous essayez de l'entretenir, vous faites venir peut-être pas des humoristes, mais en tout cas des gens qui mettent une certaine ambiance, qui sont capables de déclencher le rire et ce plaisir. Ça existe, c'est fait régulièrement ? Alors, ça peut se faire, mais les résidents ont beaucoup d'humour eux-mêmes. Ils ont besoin de personne. Et voilà, dans les échanges avec les soignants, parfois, il y a beaucoup d'humour. Vous me donnez un exemple ? Alors, c'est un exemple que j'ai en tête, mais qui n'est pas lié à un soignant. C'est un monsieur qui avait des troubles cognitifs et qui était venu visiter l'établissement avec ses enfants pour une entrée dans l'EHPAD. Et donc, quand je leur ai dit bonjour, je dis bonjour monsieur, il me dit tout de suite, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. C'est drôle, c'est drôle. Et le plaisir des soignants, parce que finalement, ils travaillent dur, enfin, Dominique l'a dit précédemment. Est-ce qu'ils ont le temps, eux aussi, d'être dans le plaisir ? Est-ce que c'est du plaisir partagé ? Sur cette question de l'humour, je pense que ça peut être du plaisir partagé. Pour vous donner un exemple très récent, j'étais avec mon café il n'y a pas très longtemps dans l'établissement en train de discuter avec des collègues. Il y a un résident qui est venu nous demander si j'avais un pastis dans mon verre, parce que c'était l'heure de l'apéro et on a pu discuter autour de ça. Et ça, c'est des moments de plaisir partagé très... simple et très léger. Je pense que derrière ce contexte aussi de crise sanitaire, la légèreté fait du bien quand on peut la mettre par petites touches comme ça, et qui est aussi appréciée des soignants. Ça permet de créer un lien aussi un peu autre. Thomas ? Oui, il y a aussi la notion de fidélisation des salariés. Quand vous avez des salariés qui sont dans un établissement depuis très longtemps, on voit que justement, ils sont très proches des résidents, ils les connaissent bien, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo, et on sait à ce moment-là respecter les temps de chacun. Comme on a vu par exemple ce temps où la personne est un peu en train de patienter, le côté un peu contemplatif. Je trouve que c'était aussi assez intéressant à voir dans cette vidéo. Ce sont des choses aussi qu'on doit également respecter chez les résidents.
Donc vous avez des soignants qui sont aussi là depuis longtemps, donc qui sont aussi complices et qui sont capables de créer eux aussi. C'est ça, oui. Alors, une ambiance. Tous les établissements, je crois, connaissent des crises, donc il y a aussi des départs, il y a du turnover, mais à partir du moment où vous êtes sur des soignants qui sont fidèles, et puis là, dans le cadre de la Covid, on a travaillé en plus d'ailleurs souvent sur des petites unités, sur des petites équipes, on s'aperçoit que les gens, plus ils sont le plus proche du résident, plus ils le connaissent. On travaille d'ailleurs tous les ans autour de son projet de vie. Et donc le but, c'est vraiment de plus vous le connaissez, plus vous serez en capacité de répondre à ses attentes. Et parlons juste pour terminer rapidement du plaisir des familles. C'est de pouvoir se retrouver, c'est ce que vous disiez précédemment, c'est ces petits hameaux, c'est important aussi le plaisir de se retrouver de la famille. C'est quelque chose que vous privilégiez le plus possible ? Oui, bien sûr. Les portes sont ouvertes de nos établissements pour les familles. Ce qui est important aussi pour elles, c'est de voir leurs parents qui se sentent bien dans l'établissement. Et parfois, ça demande un petit peu de temps parce qu'il y a l'inquiétude de l'enfant par rapport à est-ce qu'il va s'habituer, est-ce qu'on a pris une bonne décision. Oui, c'est très difficile. Voilà, quelqu'un qui a vécu dans sa maison ou dans son appartement pendant 60-80 ans et qui se retrouve dans un établissement, même pour les jeunes qui ont placé les parents, effectivement, c'est... Tout à fait. Et l'ambiance, le climat de l'établissement va aider aussi les familles dans ce parcours-là. Les relations aussi qui vont se créer avec les soignants sont très importantes. Alors nous allons maintenant passer à la notion du temps. Et là, les demandes et les obligations des uns et des autres semblent particulièrement difficiles à synchroniser. Vous avez parlé de la toilette tout à l'heure, mais on va commencer avec vous, Thomas. Comment on fait pour gérer le temps le mieux possible ? Alors, c'est là dans le plaisir. Oui, dans le plaisir. C'est là qu'on va s'opposer des fois un peu aux techniques managériales. Donc, il faut se poser la question de se dire est-ce que c'est l'établissement qui s'adapte au résident ou c'est le résident qui s'adapte à l'établissement ? On doit s'adapter bien évidemment aux résidents, à ses attentes. Donc c'est pour ça que, comme je disais juste avant, il faut connaître ses attentes. C'est très important. Donc nous, par exemple, dans notre établissement, on a fait un travail à ce niveau-là pour repartir complètement des attentes de chaque résident. En pratique, vous avez fait quoi en pratique ? On a mis en place des questionnaires qu'on a travaillé avec une neuropsychologue pour qu'ils soient également plus facilement compréhensibles par tous. Et on est allé au contact de chacun pour leur demander ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient au quotidien, afin à partir de là de repartir sur des bonnes bases. C'est difficile de satisfaire tout le monde quand même, j'imagine. Oui, bien que les sûr. demandes C'est là qu'après, il faut arriver à agencer et à gérer le management. Alors, Dominique, la question du temps. Oui, on dit que c'est difficile de satisfaire tout le monde. En même temps, tout le monde n'a pas les mêmes demandes. Donc je pense que ça, c'est à étudier au cas par cas. Par rapport au temps, effectivement, il y a une organisation pour les soignants. Et parfois, il y a des demandes de personnes pour avoir la toilette en premier ou un petit peu plus tard. Donc effectivement, ça, c'est des choses qui se négocient, qui se travaillent en équipe et on arrive toujours à trouver une solution pour satisfaire le résident. Je pense à une dame qui aimait dormir. Voilà, elle était chez elle, elle dormait jusqu'à 9 heures du matin. Et les petits déjeuners étaient déjà servis, les soignants... Tout était rangé même. Pardon ? Tout était rangé même. Oui, oui, c'est ça. Les soignants étaient en train de s'occuper d'autres résidents au moment de la toilette. Et en fait, en discutant, on s'est dit... pourquoi pas lui proposer d'avoir un thermos dans sa chambre et dès qu'elle se lève, elle pourra prendre son petit déjeuner, elle aura encore son café tout chaud. Et c'est ce qui s'est fait. D'accord. Dominique ? Pardon, excusez-moi, Adeline ? Oui, cette question du temps, elle n'est pas évidente parce qu'effectivement, chaque résident a son rythme propre qui est bien souvent quand même en décalage avec la réalité des gens qui travaillent dans l'établissement et qui ont effectivement un certain nombre de tâches à accomplir dans un temps qui peut être souple dans une certaine mesure seulement. Et on a souvent parmi les résidents des témoignages de ces différents temps qui peuvent être des temps d'attente des fois quand ils ont besoin de quelque chose avec les sonnettes, etc. Puis des temps des fois un peu pressés où ils perçoivent que les collègues peuvent être prises dans l'accumulation de tâches. Et puis des temps aussi
qu'on peut de l'extérieur imaginer comme vides, mais qui peuvent être aussi riches d'autres choses, de contemplation, de peut-être d'ennui aussi, mais comme tout un chacun, un peu dans la vie, on peut avoir des temps d'ennui, mais c'est des temps où émergent d'autres choses. Moi, je pense à ces résidents qui, comme sur les places de village en Corse, où j'ai ces souvenirs de cartes postales presque, sont là, sur des lieux de passage, devant les ascenseurs, ne communiquent plus forcément, mais observent beaucoup, connaissent beaucoup, et de pouvoir prendre un peu de temps avec eux pour partager ces moments-là peut ouvrir la porte à pas mal de qualités de relations et de moments partagés. Alors ça m'inspire deux questions. D'abord, est-ce que vous réussissez, peut-être en force de bien connaître les personnes, à faire la différence entre l'ennui et la rêverie ? C'est quand même déjà difficile dans le quotidien. Et puis comment réagissent les familles quand vous leur expliquez que tout simplement, leurs parents, il a envie de rester assis à rien faire alors qu'ils viennent le voir et qu'ils voudraient qu'il soit suroccupé et avec 1000 activités. Comment faites-vous pour ces deux problèmes ? Alors, faire la différence, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si on peut toujours la faire de notre place. Pour ceux qui peuvent communiquer, on peut avoir un échange autour de ça. C'est toujours intéressant de demander aux gens comment ils vivent le temps dans ces résidences-là. Avec les familles, c'est aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Là aussi, peut-être une certaine temporalité. Il y a des moments où ils sont dans l'inquiétude de remplir à tout prix pour être sûr que leur proche est stimulé. C'est un mot qui revient souvent. Et puis, des fois, au fil du temps, le regard peut changer un peu. Et puis, ce qui me semble important, c'est de aussi leur expliquer qu'il y a une multiplicité de temps différents. Il peut y avoir des temps d'animation, des temps d'ennui, des temps de contemplation, des temps de fatigue. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre et c'est pas forcément négatif. Dominique ? Alors, je dirais que le travail avec les familles, effectivement, est très important puisqu'ils sont dans ce besoin. Il faut absolument qu'ils aillent aux animations, il faudrait les forcer à y aller. Mais ça pose peut-être la question dont on parlera tout à l'heure, de la projection de... Qu'est-ce qui se passe pour ces familles ? Qu'est-ce qu'elles imaginent de ce temps, ce risque du temps mort ? Il fait peur, le temps mort, il fait peur. Il fait peur. Mais en même temps, le temps mort en sport, il me semble, c'est un temps où on discute un peu. On n'est plus dans l'action, mais où on est dans la discussion. Et la contemplation, effectivement, beaucoup pensent que c'est de l'ennui. Or, il se passe plein de choses. Il y a pas très longtemps, une résidente d'une résidence autonomie disait, mais cette dame, elle passe sa journée dans son fauteuil, elle fait rien, elle attend la mort, quoi. Mais on n'est pas en EHPAD. Alors, je lui dis, attendez, en EHPAD, on n'attend pas la mort non plus. Et puis sachez que cette dame, en fait, quand elle est assise sur son fauteuil, elle regarde et elle mémorise plein de choses. Si je vais mettre, par exemple, du courrier dans une boîte aux lettres, donc juste à côté de son fauteuil, c'est elle qui me dit « c'est là, Madame Machin, là, c'est Monsieur Machin ». Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. Elle voit, elle se lève quand il faut ouvrir la porte à quelqu'un qui arrive. C'est pas du temps mort. Il y a des choses qui se passent, mais on ne les voit pas forcément. Thomas ? Oui, je rejoins mes confrères, mais je pense que la communication avec les familles est vraiment très importante. C'est ce qu'on a réussi d'ailleurs à maintenir là, durant cette année. Donc il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, les visioconférences, les journaux, comme la Gazette Familiéo qu'on a vu dans la vidéo. Les familles, bien souvent, alors c'est vrai qu'elles sont partagées parce qu'elles ont connu leurs proches, elles l'ont vu changer, et donc elles sont souvent encore peut-être dans l'attente de quelque chose qui ne viendra plus, et donc elles font souvent référence à ces choses-là, mais sont surtout en demande de réponse. Donc on est là pour leur apporter. Et puis il y a du temps incontournable, c'est le temps des traitements, par exemple. Il y a des médicaments qui se prennent dans des tranches horaires assez précises. Donc vous êtes obligé de jouer à la fois avec ce qui est incontournable et puis tout le reste. Et dans les reproches qu'on fait souvent, et moi j'ai reçu pas mal de mails à la suite des articles qu'on a publiés dans Le Point, c'est mais pourquoi il dîne à 18h ? C'est horrible. Jamais de sa vie il n'a dîné si tôt. Ça, c'est un reproche assez fréquent. C'est juste un problème d'organisation ? Alors, dans l'EHPAD que je dirige, c'était déjà comme ça avant, c'est 19h le repas. Ils ont gagné 1 heure. Ils sont passés à l'heure d'été.
Et dans les autres, il y a des moyens, parce que c'est sûr que votre personnel ne peut pas partir non plus à minuit, une fois que tout le monde a pris ses horaires. Est-ce qu'il est possible, peu à peu, de caler les horaires des uns sur celui des autres pour que tout le monde y trouve un peu de satisfaction, ou est-ce que vous faites le plus possible à la carte? Qui répond? Moi, dans mon établissement, on a des horaires, on essaye de respecter d'ailleurs des temps obligatoires entre deux prises de repas. Vous ne pouvez pas faire des repas qui sont espacés très courts. Il faut respecter aussi ce rythme biologique. Oui. Mais après, on essaye aussi de s'adapter au cas par cas en fonction des résidents et de leurs difficultés. Si le résident doit manger en décalé par rapport aux autres résidents, on le fait. C'est possible. C'est possible. Oui. Si on est face à une résidente qui, par exemple, a également des troubles de déglutition et nécessite la présence d'une personne en plus, on détache quelqu'un qui sera à ses côtés. Donc on arrive quand même à trouver des solutions. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de soignants pour permettre à tous ces résidents d'avoir leur rythme qui soit respecté. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que l'établissement parfait n'existe pas. Non, ça, c'est sûr. On essaye de tendre justement vers la perfection. Voilà, oui. C'est ça. Et tout le monde y met du sien pour justement se rapprocher le plus de ça. Hein. Oui. Qu'est-ce qui manque le plus dans votre temps? Si vous pouviez ajouter quelque chose, pas une 25e heure dans la journée, parce que ça, on n'y arrivera pas, mais ça serait quoi? Vous pensez que vous pouvez encore optimiser vos organisations respectives? Ça, c'est une très grande question qui, je pense, est toujours au travail perpétuellement dans les établissements, de toujours arriver à optimiser au mieux le temps. J'ai pas de réponse très précise à ça. Je sens que c'est effectivement perpétuellement en réflexion et selon les résidents qu'on accueille aussi, qui changent. Voilà, on peut avoir des organisations qui vont fonctionner à un moment donné, qu'on va devoir revoir quelques mois plus tard. Enfin, voilà, c'est... mouvant. Il y a aussi la question de la perception du temps. Voilà. Et pour les soignants, je dis toujours, mais vous commencez votre poste, vous êtes déjà en retard. C'est vrai que pour eux, il y a un objectif qui est de terminer l'accompagnement aux toilettes à un certain moment, que ce soit pas trop tard pour les résidents, pour le soir aussi, qu'il puisse y avoir que les résidents puissent se coucher sans que leurs collègues aient trop de personnes, le personnel de nuit, ait trop de personnes à coucher aussi. Donc ils sont toujours perpétuellement dans un objectif et où il faut essayer de leur permettre de se dire, attendez, là, vous inquiétez pas, ça va aller. Oui. Ça va le faire. Ça va le faire. Thomas, un dernier mot sur le sujet. Il n'y a aucune obligation, et c'est vrai que le soignant, de par sa formation, des fois, ils sont un petit peu... Ils regardent les choses selon un certain prisme, et on doit effectivement arriver à leur faire changer ce regard, cette vision des choses, et leur dire, par exemple, une toilette, effectivement, si la personne, elle est pas enclin à faire sa toilette maintenant, on peut très bien la décaler. Le soignant repasse une demi-heure après et redemande, et si la personne, par exemple, ne souhaite toujours pas, on peut, si on est sur des équipes qui tournent, on peut pas très bien passer ensuite le relais à l'équipe d'après-midi. Donc vous passez beaucoup de temps à gérer le temps. Oui. Alors, pour ma partie, moi, paramédicale, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis 2 ans, on a travaillé sur de la transdisciplinarité aussi. Alors, c'est aussi intéressant... Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. La transdisciplinarité, c'est une façon, en fait, de travailler différemment. On travaille, en fait, entre nos disciplines. Et donc... Alors, quelles sont vos disciplines? Juste pour qu'on ait bien si on reprend les paramédicaux, vous allez avoir des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes également, psychologues, neuropsychologues. Et donc, on avait tendance habituellement à travailler en individuel. Quand vous travaillez en transdisciplinarité, vous allez travailler ensemble. Ça nous permet de réharmoniser également nos emplois du temps et de travailler sur des créneaux horaires similaires. Et c'est également une piste de recherche qui est intéressante à travailler. D'accord. Sur le temps, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Alors, moi, je vous propose maintenant de regarder le témoignage d'un fils de résidente qui est lui-même médecin, qui résume bien cette notion du temps et qui sait aussi ce que c'est que la vie d'un soignant. Je suis Philippe Hannet, praticien de médecine chinoise et fils d'une résidente qui habite dans cette EHPAD à Yvetot depuis 1 an et demi,
Qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne? Qu'est-ce qui fait qu'elle... Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est bien remplie, parce qu'elle est heureuse, sachant qu'une vie sans haut et sans bas, ça n'existe pas. La définition du bonheur, on en parle beaucoup, c'est très à la mode, et je trouve que c'est très délicat à définir. Moi, j'aime bien celle de Camus, qui rappelle que le bonheur est un simple accord entre ce qu'on est et ce qu'on vit, ce qu'on se donne à vivre. C'est-à-dire que ce qui fait le bonheur à 20 ans n'est pas la même chose que ce qu'il fait à 50 ou à 90. Donc finalement, cette définition simple rappelle que c'est une vigilance de tous les instants, puisqu'il s'agit d'ajuster notre vie à nos valeurs, à notre être en devenir. J'ai eu une patiente de 103 ans à qui je demandais quel était son conseil de vie. À 103 ans, on écoute les gens. Et elle m'avait simplement dit, après quelques petites secondes de réflexion, « Eh bien, je crois qu'il faut qu'on prenne son temps. » La notion de temps, le sentiment du temps qui s'écoule est tellement individuel que il y a le temps du soignant ou le temps du résident ou le temps de la famille seront des temps différents. Alors, le soignant, il va être dans son cadre de travail avec un devoir-faire et un devoir de résultat, avec des contraintes, enfin tout ce qu'on connaît. Mais c'est très différent du temps du résident qui s'écoule dans un autre rythme, dans un autre champ, comme on peut l'imaginer. Et puis, pour la famille qui, elle, fait dans ses projections, qui travaille sur sa culpabilité, sûrement encore un peu présente, de ne pas pouvoir être au quotidien avec son proche, etc. Ça fausse la lecture du besoin de l'autre, parfois, parce qu'on est dans 3 dimensions différentes, alors qu'on parle d'une dimension qui est celle du temps. Un des axes de vie fondamentaux, c'est le fameux trépied de l'être faire avoir. Quand on a 95 ans, alors qu'on n'est plus dans le faire, on n'a plus la capacité, ou en tout cas elle est extrêmement réduite, l'avoir devient secondaire parce qu'on n'a plus les mêmes besoins que lorsqu'on construit sa vie, et il n'y a plus que l'être. Et donc, la notion de bon vivre ou de vie bonne reste toujours active puisqu'on est vivant, mais avec une réduction des moyens puisqu'il n'y a plus finalement que la qualité d'être. Et quand on est soignant ou fils de résident, nos projections font que, du haut de notre énergie, on a envie de dire, quand on voit notre parent qui est assis, qui s'endort ou qui ne fait rien, on se dit mince, vite, faut nourrir ça, on va absolument vouloir trouver une activité, une source de plaisir à projeter, parce qu'on pourrait imaginer lui donner de la joie immédiatement dans une espèce d'excitation nécessaire. Et on oublie aussi, là encore, que parfois, ça n'est pas forcément le souhait du résident. Parfois, le simple fait d'exister, d'être là, peut aussi contribuer à une qualité d'être, curieusement. Comment cultiver l'être? Sachant qu'on continue d'être et de devenir, c'est le propre de la vie. On est et on devient. Ne serait-ce que participer à la cuisine, participer au jardinage, même si c'est de l'épluchage de légumes, on sait que ça va contribuer en partie, de façon minime peut-être, mais en partie au plat collectif qui va être partagé, avec un savoir-faire évident pour certaines en tout cas. Le jardinage, ça peut être accompagner le jardinier ou même faire quelques petites choses. Nourrir les 5 sens qui sont toujours présents dans l'être aussi. Et puis aussi, un point fort, c'est à continuer d'être dans l'altérité, c'est-à-dire dans la relation à l'autre, qui d'emblée va donner du sens et d'emblée va justifier la vie, parce que la relation à l'autre permet non seulement la transmission, mais permet le développement de nos propres potentiels. S'il y a une phrase à retenir, c'est comment faire en sorte que l'on puisse devenir de plus en plus ce qu'on est jusqu'au bout. C'est un joli témoignage, il vous inspire une petite réflexion. Vous en avez, vous, comme ça, des enfants de résidents qui sont aussi positifs, qui ont réfléchi comme ça, c'est bien. Hein. Ça vous aide dans votre pratique?
Oui, on en a. Moi, ce que ça m'évoque un peu la différence entre les deux notions, entre occuper la personne et s'occuper de la personne. Occuper, on n'est pas à l'écoute de l'autre. S'occuper de la personne, vous êtes à l'écoute. Et donc, vous êtes vraiment dans le respect de ce qu'elle veut. Si elle veut justement un temps d'intimité, si elle veut un temps calme, ben on le respecte. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai qu'on peut proposer des activités. Et il faut que ces activités, elles aient un sens pour la personne. Donc, on ne va pas faire du jardinage juste pour faire pousser des légumes. Comme le dit très bien ce monsieur, le but, ensuite, c'est d'intégrer justement ce qu'on va faire pousser dans le cadre d'un repas, un partage entre les différents intervenants. C'est des moments de vie, justement. Alors, il y a une notion aussi qui est importante, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les échanges, c'est les relations entre les soignants, les résidents, les familles, et puis aussi entre les résidents. Moi, j'ai entendu un chiffre, je crois que c'est monsieur Jandel qui l'a dit la dernière fois, 25% des familles n'ont jamais de visite, des résidents n'ont jamais de visite. C'est un chiffre impressionnant, et parmi les 75% restants, c'est sans doute pas de la visite très très régulière. Donc, cette notion entre résidents, déjà, vous en avez un petit peu parlé, il y a des choses qui se forment, vous facilitez ça, vous essayez de créer des relations à travers, je sais pas, le jeu ou des activités entre des gens qui pourraient s'entendre, ou ça se passe un peu spontanément sans que vous interveniez. Ça se passe comment, ces relations entre résidents ? Il me semble que là encore, la crise sanitaire a bien montré combien on était tous des êtres fondamentalement sociaux, que ce soit dans les EHPAD ou ailleurs d'ailleurs. Et effectivement, on crée des espaces pluriels pour ça. Il y a les espaces de grands collectifs avec les temps de repas, des temps d'animation aussi, qui peuvent permettre aux gens de se rencontrer. Des plus petits groupes où les gens se rencontrent aussi des fois sur des activités qui sont leur centre d'intérêt. On va essayer de cibler ça. Et puis, tous ces temps informels dont on parlait un petit peu tout à l'heure, dans le voisinage, les couloirs, cette vie en hameau aussi qu'on évoquait tout à l'heure, où les relations peuvent se tisser entre les résidents dans toutes leurs couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des affinités, il y a des gens qui vont tisser des liens plus intimes, il y a des gens aussi qui vont avoir du mal à se supporter. Voilà, la vie se déploie aussi sous toutes ces formes-là. Et puis, bien évidemment, de soutenir le lien aux familles, aux amis, à l'extérieur, les bénévoles aussi. Alors, restons entre résidents. Thomas, entre résidents, vous pouvez ajouter quelque chose ? Oui, c'est très humain, en fait, comme partout. Oui. Les gens peuvent s'apprécier et aussi ne pas s'apprécier. Oui, ce qui est assez logique, c'est une société... C'est assez logique. Oui. Dans les établissements, vous avez ce qu'on appelle le conseil de vie sociale. Donc, vous avez aussi des élections qui se font dans les établissements. On va élire des représentants des résidents. Vous avez aussi les résidents sont présents dans la vie de l'établissement. Et donc, c'est très intéressant, justement, pour arriver à conjuguer à la fois la vie des salariés, à la fois la vie administrative et la vie des résidents. Il y a des amitiés, Dominique, qui deviennent de plus en plus intenses, et pourquoi pas des couples qui se forment en EHPAD, on en parle régulièrement, oui, c'est vrai. Oui, il y a des amitiés, il y a des amours, effectivement. Alors, ça se complexifie quand un résident a encore son conjoint à domicile. Ah oui. Voilà, donc ça aussi, il y a de la jalousie. Voilà, on peut avoir aussi ces émotions-là qui se vivent dans l'établissement. Il y a des amours, alors qui sont aussi des amours homosexuels. Ça arrive aussi, et ça a parfois choqué les professionnels, des familles aussi. Parce que c'est pas habituel. Et puis, dans un établissement, on est amené à voir des choses aussi qu'on verrait qu'à domicile. Quand on accueille des couples, on voit leurs relations entre eux. Parfois, c'est l'amour, la haine qui se vivent. Et puis, on se dit, on prend un peu, on se dit, oh lui, il est un peu maltraité par sa femme, ou l'inverse, ça peut arriver. Faudrait peut-être les séparer un peu, voilà. Et il y a des discussions qui se font autour de ça, en se disant, nous, on n'a pas à juger, c'est leur façon de vivre, ils ont vécu comme ça, et on doit aussi respecter ça. C'est des choses qu'on voit, qu'on ne verrait pas habituellement. Parce que vous êtes vraiment dans l'intimité de ces personnes, vous vivez avec, ça. oui, évidemment. C'est ça. On partage leur intimité. Ouais.
Et les réactions des familles, Thomas, quand vous dites voir par exemple des couples ou des amitiés qui sont très, très, très proches, enfin, est-ce que c'est plutôt positif? Enfin, ça dépend évidemment de la situation familiale. Oui, c'est ça, ça dépend vraiment de la situation familiale. Moi, dans mon établissement, on est sur un domaine également du handicap. Donc, autour du handicap, vous avez aussi toute cette notion de sexualité aussi qui est importante. Donc, c'est vrai qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, la communication auprès des familles est très importante. On peut des fois avoir des situations à gérer qui sont difficiles. D'inciter les familles, enfin pas d'alerter, mais d'engager une discussion avec les familles pour des choses que vous avez constatées parce que vous pensez que ça pourrait être pour le bénéfice, pour le bien de votre résident? Ou vous essayez de rester quand même maximum à l'extérieur? Alors après, ça dépend du professionnel qui intervient. Oui. C'est dans ces cas-là plus je pense la psychologue qui va dans ces cas-là communiquer auprès des familles. D'accord. Et alors, les familles, quand elles ne viennent pas ou qu'elles viennent très peu, vous n'avez évidemment aucun moyen d'agir. On peut rien faire sur les familles. Ça se passe comment? Alors, à quel niveau? Pour essayer de les impliquer un petit peu plus. Par rapport ce chiffre des 25%. Sur le chiffre. Oui. Alors ça, oui, dans mon établissement, on a également ça. Alors vous avez de tout. Vous avez effectivement des familles qui sont absentes et d'autres familles, des fois, qui sont hyper présentes. C'est parfois pire. Qui peuvent être également trop présentes. Parfois, ça arrive aussi. Dominique, pardon. Oui, il y a toujours une question de qualité et de quantité. Oui. Voilà. Il y a des familles qui viennent très peu. Mais quand elles sont présentes avec leurs parents. Elles sont bienveillantes. Dans les 25%, j'imagine aussi qu'il y a des personnes qui n'ont jamais construit de vie familiale. Bien sûr. Voilà, ça se trouve aussi. Et puis, effectivement, il y a des familles qui sont hyper présentes et qui vont projeter toute leur souffrance, leur culpabilité sur leurs parents et sur les soignants aussi, rendant les relations parfois difficiles et demandant à ce qu'on se rencontre assez souvent pour pouvoir apaiser, amener un petit peu de sérénité dans la relation avec leurs parents. Il y a des personnes dont on parle un peu plus maintenant, mais qu'on a longtemps ignorées, négligées, c'est les aidants. Quelle place ont-ils dans vos établissements? Est-ce que c'est assez fréquent qu'il y ait des aidants qui viennent? Adeline? Oui, souvent les aidants sont la famille justement qui a accompagné beaucoup à domicile jusqu'à trouver un relais avec l'entrée en établissement. Donc ils ont toute leur place, effectivement. Sur cette question des familles, je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez subtil aussi à penser du côté des professionnels, parce qu'on aurait, je crois, des fois tendance à être aussi un peu intrusif, à imaginer qu'est-ce que c'est un bon lien familial, comment il devrait être. Et effectivement, c'est important, je pense, de se rendre disponible aux familles, aux aidants, de proposer la possibilité des visites, la possibilité du lien, la possibilité des échanges aussi avec les équipes, mais qu'il y a aussi là-dedans quelque chose qui ne nous appartient pas dans la façon dont ça se déploie. Et de pouvoir respecter ça aussi et d'être attentif à se préserver de jugements des fois un peu hâtifs et de pouvoir composer avec ces réalités telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Bien sûr. Un dernier mot sur le sujet des familles, les relations? Non, c'est bon. Alors on va aborder le dernier sujet de cette table ronde et c'est pas le plus simple. Il fait aussi partie des préoccupations importantes, des inquiétudes au quotidien dont il faut tenir compte. C'est la fin de vie. Une vie bonne, c'est aussi une vie qui finit bien. Comment y arriver en pratique, Adeline? Alors ça, c'est aussi un vaste sujet et il me semble que c'est le point qui vient concentrer un petit peu tout ce qu'on a déjà évoqué, avec cette idée de pouvoir écouter, accueillir, accompagner ce qui émerge en termes de besoins, de désirs, de demandes aussi du côté des résidents. Alors ça peut être au long cours, dès leur entrée dans l'établissement, et prendre la forme de besoin de se raconter, de faire le bilan de sa vie, de transmettre des choses, de régler des affaires aussi, de prévoir des obsèques. Il y a des résidents qui ont des demandes très pragmatiques autour de ça. Et puis peut-être sur les derniers moments de vie, pouvoir être attentif aux petites choses qui font plaisir, qui amènent du confort et qui viennent créer une continuité de présence pour toujours leur faire sentir qu'ils sont investis, reconnus, entendus dans leur humanité et dans ce grand mystère aussi de la fin de vie qui fait notre condition humaine.
Donc ça, c'est un vrai travail aussi de pluridisciplinarité. Hein. Je rejoins Thomas sur cet aspect qui me semble vraiment précieux à ce moment-là pour que tout le monde puisse avoir le sentiment de quelque chose de bien fait jusqu'à la fin. Parce que c'est un moment difficile pour tout le monde, pour les familles, pour les équipes aussi. Alors cette pluridisciplinarité, elle se manifeste comment cette période-là, en fin de vie ? Il y a aussi des notions d'entraide à ce niveau-là. Je trouve que les soignants ils accompagnent très bien les personnes. Ce qui est difficile pour eux, c'est l'après, souvent. Après que la personne ne soit plus là, après que le décès soit arrivé, souvent, on peut avoir des soignants qui nécessitent un accompagnement. Ils demandent, par exemple, de réfléchir, dans le cadre, par exemple, d'une supervision, pour une discussion entre confrères, entre collègues, justement, pour pouvoir aborder ces notions du départ de quelqu'un. Ça, je pense qu'il faut aussi savoir l'écouter et le respecter. Vous avez des soutiens psychologiques pour vos équipes, parce que vous êtes quand même confrontés à ce problème assez régulièrement? On fait beaucoup en interne. Moi, je sais que dans mon établissement, on propose des temps de parole après les décès, nous, psychologues de la structure. Les collègues s'en saisissent pas forcément, et c'est vrai que c'est des fois dans les temps d'interstice, un peu les temps informels, les temps de pause, où au décours d'une conversation, on va finalement se remémorer un résident qui est décédé il y a 2 ans, parce qu'il y a une anecdote qui nous rappelle ce résident-là. Je pense que ça se tisse aussi de cette manière-là. Et les témoignages des familles aussi après les décès peuvent apporter beaucoup. Hein. Et des fois, ils soulignent des choses qu'on ne voit même plus. Ils soulignent l'attention toute particulière de la personne qui faisait le ménage, qui a amené à ce moment-là dans la chambre une petite lampe pour avoir une lumière plus tamisée. Ou ça se passe dans des toutes petites choses, là encore, mais qui viennent souligner l'entraide et puis ce moment où tout le monde est dans sa condition humaine, en fait, et dans cette solidarité-là. Dominique ? Pendant au moment de l'épidémie de Covid qu'a vécu l'établissement, il y a un moment qui a été très, très important pour les soignants, pour terminer l'accompagnement. C'était le moment de la toilette mortuaire. Et c'était vraiment pour eux un temps auquel ils tenaient vraiment pour pouvoir se séparer avec la personne, lui dire au revoir, alors des échanges après, mais ce temps-là où pendant très longtemps on disait que une personne atteinte de Covid ne pouvait pas, il est hors de question de lui faire sa toilette, ça a été quelque chose de très violent pour les soignants, et de pouvoir le faire alors que parfois les décès ont été vécus de manière très violente, parce que rapide, parce que c'est un temps qu'on n'a pas l'habitude quand on accompagne des personnes en fin de vie. Ça a été important pour eux, en tout cas, de se poser, d'être avec eux à ce moment-là, et de pouvoir aussi accompagner les familles. D'autant plus que c'est une période où les familles étaient exclues, en tout cas ne pouvaient pas être auprès de leurs parents, de leurs proches. Pour vous, c'était une contrainte et un souci supplémentaire, j'imagine? Alors, nous, on les a fait venir. On a fait venir la famille pour qu'elle puisse voir leurs parents. Mais une fois décédés, ils n'ont pas pu leur tenir la main. Même avant, parce que c'était effectivement très important que les personnes ne partent pas seules et séparées de leur famille. Oui. Cette Covid a changé quelque chose dans vos relations avec le décès des résidents, ou avec les familles, ou dans votre conception de votre métier? Alors, ça a changé un petit peu les choses, mais ce qui a été surtout difficile, c'était sur une période courte d'avoir autant de décès. Et par contre, le besoin d'échanger beaucoup en transversal, que ce soit avec les psychologues, avec les médecins, même avec la directrice, ça c'était vraiment important. Et de pouvoir évoquer des souvenirs, comme disait Adeline, c'est important, et c'est peut-être quelque chose qu'on garde, effectivement. Est-ce que ça a généré de la peur chez les autres résidents? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que vous avez eu besoin de rassurer dans vos établissements respectifs? Il y a eu de la peur, oui. Il y a eu
de l'agacement aussi chez certains résidents qui disaient combien c'était pénible d'entendre aux infos à longueur de temps qu'ils étaient à risque et qu'il fallait les protéger de manière, d'une certaine façon, qu'ils n'avaient pas décidé pour eux-mêmes. Donc il y a eu aussi des témoignages comme ça. Et moi j'étais surprise de voir aussi des résidents qui étaient peut-être moins apeurés que nous et qui... moi j'ai souvenir d'un monsieur qui me disait mais des pandémies, on a eu, on aura encore. Là, c'est la sécheresse qui est grave, vous vous rendez pas compte. Enfin, il se situait dans un temps plus long. C'était surprenant. Et effectivement, des fois, ça a été, en tout cas à titre personnel, une expérience assez étonnante de voir la différence entre ce qu'on peut projeter et la réalité de ce qui peut être exprimé. Mais il y a eu des vécus très différents, effectivement, entre les personnes et entre les établissements aussi. Hein. Thomas ? Moi, dans mon établissement, comme on est avec des résidents qui ont des troubles cognitifs parfois qui peuvent être importants, donc souvent la psychologue fait un temps aussi après le décès du résident pour venir discuter avec les autres résidents dans l'unité et leur expliquer le départ de la personne. Donc ça s'agence plutôt bien, je trouve. Et quand on a eu des résidents qui pouvaient être en isolement, il fallait surtout répondre à quelques questions de la part des voisins de chambre, par exemple. Mais ça se passait plutôt bien. Oui, j'ai trouvé on n'a pas rencontré véritablement de difficultés par rapport à ça. Et les familles, donc, pendant cet événement, vous avez déjà un petit peu parlé, mais d'une façon générale, après le décès d'un proche, ils reviennent, ils ont envie de connaître, d'en savoir un peu plus sur la fin de vie. Je ne parle pas de la toute fin de vie, mais sur la façon dont la personne a vécu tout ce moment passé chez vous, ou au contraire, ils ont tendance un peu à tourner la page. Ça se passe comment ? On ne peut peut-être pas généraliser d'ailleurs. Dominique ? Non, c'est très variable, mais après l'épidémie, une famille est revenue pour offrir des chocolats au personnel. Elle est restée 5 minutes. C'était extrêmement difficile pour elle de revenir. Après, il y en a d'autres qui, effectivement, reviennent pour proposer des temps de bénévolat. Voilà, ça arrive. C'est formidable, ça. C'est formidable. Thomas ? Je pense que c'est vraiment au cas par cas. On a dû vraiment s'adapter. Oui, moi aussi, il me semble que c'est vraiment au cas par cas. Oui. Je pense qu'on va peut-être prendre quelques questions, éventuellement. Catherine ? Oui, alors j'ai une première question qui a été posée au moment où vous avez évoqué la question du temps des soignants et de la multiplicité des tâches que vous avez à accomplir. Et donc cette question, elle est intéressante, je ne sais pas comment vous y répondrez, mais la voilà. Est-ce que la solution pour les soignants ne serait pas de considérer leur travail non plus comme un travail, mais comme une passion ? Ça, c'est une question philosophique. Oui, et puis je crois qu'on peut difficilement parler pour eux. Oui, moi je parlerais en termes de vocation aussi. Vous voyez, il y a des métiers où de nos jours on a du mal dans les recrutements. Donc on voit qu'il y a des professions comme ça où les gens trouvent un peu moins de vocation. Il faut arriver à retravailler certainement au sein des écoles pour réapporter justement cette notion de vocation. Si je prends par exemple mon exemple, moi ce matin j'étais dans mon établissement, j'étais auprès de mes résidents, je travaillais en chambre. Parce que je suis quelqu'un qui a une vocation pour son métier et qui aime ça. Donc là, on a beaucoup de professionnels qui ont encore comme ça une vocation pour leur métier et il faut savoir justement la cultiver, ça. Il me semble qu'un levier important, et pas des moindres, c'est de préserver la question du sens du travail, de quel sens on y trouve, quel plaisir, sur quelle valeur on s'étaye quand on fait ces métiers qui sont difficiles, où on est aux prises avec des enjeux de fin de vie, la grande dépendance, la pathologie, c'est loin d'être évident, et de réfléchir aussi dans nos établissements comment préserver au mieux des temps de réflexion, des temps de pensée, des temps de partage au sein des équipes, et de rendre ces temps-là dynamiques. Quand nous avons préparé cette réunion, Monsieur Jandal nous avait expliqué que, je crois que c'était vous, que les soignants étaient formés pour agir,
et que le temps de l'accompagnement, qui est un temps qui n'est plus dans l'action, était parfois difficile à vivre pour eux, comme pour les autres, parce qu'ils avaient l'impression de ne plus travailler. Alors, je voudrais soumettre cette question à nos 3 invités. Est-ce que vous pensez qu'un soignant qui n'est plus dans l'action, tel qu'on peut l'entendre, mais qui est plus dans l'accompagnement, est un soignant qui pourrait être peut-être plus heureux dans son travail et plus passionné ? Il y a peut-être une question de formation, effectivement, derrière, qui est à soulever. Et effectivement, on a des collègues qui disent bien combien être dans ce rythme d'agir est des fois très stressant, mais les moments plus flottants, ou en tout cas identifiés comme plus flottants pour eux, ça va pas de soi non plus. En tout cas, c'est pas si simple d'engager un accompagnement d'une autre manière. Et c'est tout à fait intéressant de pouvoir expérimenter ça, le mettre en dialogue au sein de l'équipe et pouvoir le faire cheminer ensemble. Mais c'est pas toujours évident, oui. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, la Fondation Partage et Vie a initié aussi d'ailleurs des réflexions autour de nouvelles techniques managériales dans certains établissements, où on va essayer de travailler par exemple sur du management avec des équipes autonomes. Et, ça change quoi ? C'est très intéressant parce qu'on repart finalement avec alors on part des attentes des résidents, parce que les résidents sont vraiment au centre, au cœur de notre action, mais on va travailler sur les croyances de chacun, on va travailler ensuite sur les aspirations individuelles, pour essayer de déterminer finalement des aspirations collectives et des valeurs pour un établissement. Et ça, je pense que de nos jours, c'est important justement de travailler ces notions-là. Un salarié dans un établissement doit partager les mêmes valeurs que ses collègues pour qu'il soit justement le plus opérationnel possible. On prend... Oui, Dominique, pardon. Je voulais juste rajouter que ne pas agir, penser, c'est aussi montrer parfois ou se sentir en vulnérabilité, en fragilité, parce qu'on s'expose soi et sa personnalité. Voilà. Une autre question ? Oui, tout à fait. C'est une question un peu les pieds dans le plat, hein, mais c'est pourquoi pas. Il en faut. J'ai un parent en EHPAD et je constate qu'il n'y a pas assez de personnel. Ils ont peu de temps pour faire les toilettes ou pour donner les repas. Comment parler de vie bonne si on n'a pas les moyens pour s'occuper décemment des gens ? Qui répond ? Vous êtes 3. Alors, on est très différent d'un EHPAD à un autre, d'un département à un autre en termes de ratio de personnel. Je dirais que pour les familles, pour les soignants et pour les directeurs, il n'y en a jamais assez. Mais quelle est la bonne quantité, entre guillemets, de professionnels pour accompagner les résidents ? Mais on peut aussi se poser la question de quel type de personnel aussi. Est-ce que ce ne sont que des soignants ? Est-ce qu'il faut essayer d'ouvrir à d'autres professionnels ? Qui serait par exemple ? Alors, on a par exemple un animateur. Alors, dans certains établissements qui ont de la chance, il y a un animateur à temps plein. Dans d'autres, c'est un animateur à temps partiel. Alors, est-ce qu'il en faudrait plus aussi ? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres, des assistantes sociales, des professions qui ne soient pas forcément que du soin pour apporter d'autres choses ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? Non. Bon, on prend une 3e question ? Alors, la question s'adresse aussi aux professionnels. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile pour les résidents en EHPAD et que faudrait-il améliorer en priorité pour que leur vie soit meilleure ? Vie bonne. Qui répond ? Ce qui est le plus difficile en EHPAD, alors je vais parler pour eux, mais c'est peut-être à eux de le dire, hein. Je pense que la séparation d'avec son domicile, hein, où il avait ses repères, ses habitudes, son histoire. Pour certains, c'est vrai que c'est quitter un domicile où ils ont vécu 30, 40 ans avec les enfants, les petits-enfants qu'ils ont pu garder. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. L'autre chose qui est difficile pour eux, c'est la collectivité. Parce que on est très peu à avoir connu la vie en collectivité
ou alors pendant des vacances, pendant quelques temps. Et ça, c'est on l'a choisi et on dans l'a ces cas-là. choisi, effectivement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre pour eux. Alors certains vont y trouver aussi des points positifs parce qu'ils vont trouver des liens sociaux, mais pour d'autres, ça demandera plus de temps et parfois ce sera quelque chose qui ne se fera pas avec des résidents qui resteront dans leur chambre tout le temps, fuyant un peu la relation aux autres. Mais ça aussi, on doit le respecter. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a aussi, je pense, la notion. Alors, on l'a vécu là, cette année, justement, d'avoir des établissements qui étaient renfermés sur eux-mêmes. On doit pouvoir aussi réouvrir les établissements vers l'extérieur. Et il y a certainement des pistes aussi à travailler de ce côté-là sur. Alors après aussi, on peut faire intervenir des notions architecturales aussi, travailler avec des écoles d'architectes pour justement essayer d'améliorer les. Je crois que nous allons parler justement réaménagement dans la table ronde suivante. Mais c'est vrai que la personne refait sa vie dans un nouvel endroit. Elle doit reconstruire justement ses repères. C'est pas facile pour elle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi redonner du sens finalement dans les choses que l'on fait. Et donc par exemple la notion du jardinage et du potager, ouvrir une maison de retraite par exemple au quartier. Donc arriver à positionner la maison de retraite dans justement la vie sociale au niveau de la ville et au niveau d'un quartier, ça peut être très intéressant. Donc faire par exemple, proposer aux voisins, au voisinage de venir également travailler avec les personnes âgées pour cultiver un potager en commun. On peut justement réfléchir sur des notions comme ça. Sur l'ouverture. Sur l'ouverture, vous avez des municipalités où il y a des conseils municipaux pour les jeunes. On peut très bien proposer qu'un établissement accueille de temps en temps un conseil municipal de jeunes. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être travaillées sur cette thématique. Oui, je rejoins complètement Thomas. Je pensais à ça aussi, justement, cette question de l'ouverture des établissements qui peut se penser de multiples manières, mais qui permet aussi de remettre chaque résident dans une position de citoyen et d'adulte dans une société plus large, parce qu'effectivement, c'est des établissements qui peuvent être rapidement en autarcie. Et effectivement, la pandémie nous a fait vivre ça beaucoup. Et c'est quelque chose à travailler, à avoir en tête. On prend une dernière question avant de donner la parole à nos experts qui auront sans doute beaucoup de choses à nous dire. Allez, une dernière question sur les plaisirs de la vie. Est-ce que le fait d'être dépendant ne change pas fondamentalement les choses ? Comment savoir ce que les personnes souhaitent en matière de vie bonne ? Elles sont sympathiques, vos questions. Ça les laisse sans voix. Qui répond ? Alors, comment savoir ce qu'elles souhaitent ? On sait qu'après avoir essayé des choses, en regardant comment elles réagissent, alors on peut être aidé par la famille. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les plaisirs, souvent, c'est des plaisirs que les personnes avaient avant. Enfin, on n'invente pas les plaisirs. Donc les familles, dans ce qu'elles peuvent nous transmettre de la vie de leurs parents avant, peuvent nous aider aussi à savoir ce qu'elles aimaient. Et parfois, effectivement, c'est des plaisirs simples. On a organisé un petit marché vendredi dernier à la résidence. Et il y avait des dames avec... je pense à une dame que j'ai vue qui était rayonnante, qui a des troubles cognitifs importants. Elle était là avec sa fille et elle était ravie parce qu'elle avait acheté un paquet de pâtes de fruits. Voilà. Donc là, on sait que ça a marché. C'est le cas de le dire. Ça lui a fait le marché a marché. Oui, ça lui a fait plaisir. Vous avez d'autres témoignages ? Oui, les choses changent avec la dépendance, très certainement. Il y a probablement des choses qui sont aussi dans la continuité du passé. Et c'est un jeu d'équilibriste avec tout ça. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir offrir des opportunités, de tester, d'expérimenter.
par le comportement, par les paroles, les gens nous font très bien comprendre ce qui fait plaisir ou ce qui ne fait pas plaisir dans toute situation. Donc c'est peut-être de pouvoir s'autoriser, de tester. Des fois, on a des surprises. On a des gens qui aimaient beaucoup peindre, mais qui ne veulent plus y aller parce que du fait de leur perte de moyens, il n'y a plus la même réalisation de soi là-dedans. D'autres personnes qui se découvrent de nouveaux goûts alimentaires alors que la famille nous disait mais il n'a jamais mangé ça et là il aime bien. Enfin voilà, c'est ça qui est aussi très très riche, c'est qui nous remet aussi dans une place un peu plus humble. Il faut aller vers la rencontre tout le temps en fait. Un dernier mot, Thomas, avant de passer la parole aux experts. Oui, quand on parle de notions comme de l'éducabilité, de plasticité cérébrale, oui, on sait que l'individu, quel que soit son âge, quelle que soit son ethnie, quelles que soient ses origines, est toujours en capacité d'être un apprenant. Et donc il faut aussi que le soignant intègre bien ça. Et si vous travaillez sur des petites équipes, donc elles seront au plus près du résident. Donc ça peut être aussi des pistes à travailler. Et il ne faut pas perdre de vue justement que la personne est toujours en capacité justement d'apprendre des choses et donc d'évoluer et on est là pour ça. Je vous garde avec nous. Je me tourne maintenant vers nos deux experts, nos deux grands témoins, donc le professeur Jindel et le professeur Wolf, qui vont tirer les principaux enseignements de ce qui vient d'être dit et nous faire part de leur regard de gériatre et de philosophe sur le sujet. Professeur Jindel, vous avez la parole. Merci Anne. Je voudrais tout d'abord remercier Adeline, Dominique et Thomas pour la pertinence de leurs propos et le vécu, le temps vécu. On sent qu'ils sont véritablement emballés par ce qu'ils font et ils connaissent leur métier et c'est ça déjà l'essentiel. Donc un grand merci. Ils ont dit beaucoup de choses tellement riches que je me demande si on a encore des choses à dire. On va quand même essayer... je crois que vous allez y arriver. Je crois que vous allez y arriver. D'ailleurs, Anne, je voulais vous lancer une idée, c'est de faire le point sur notre temps. Oui, c'est un double titre de journaux, c'est exactement ça. Nous sommes d'accord. Nous allons tenter de faire le point de façon sur express. Notre temps. Exactement. Alors, le concept de la vie bonne implique un certain nombre de notions. On en a énuméré un certain nombre. Je voudrais situer sur 3 seulement, puisque ce serait beaucoup trop long: le plaisir, le temps et la relation interpersonnelle. La question qu'on se pose finalement, et si ce lieu et ce thème a été choisi, c'est parce qu'on se pose la question du pourquoi finalement nos résidents, qu'il s'agisse de résidents d'EHPAD, de personnes en situation de handicap, dans les établissements handicap, on pourrait l'étendre à l'ensemble de l'hébergement collectif, pourquoi finalement ces personnes n'auraient pas droit à une vie bonne, eux. Je pense que tout le monde est d'accord pour considérer que c'est un bien universel, qu'il n'y a pas de raison de penser l'inverse. Donc finalement, c'est qu'on a l'arrière-pensée qu'on n'assure pas cette vie bonne. Et donc, je voudrais essayer de m'aventurer dans des explications, dont certaines ont déjà été mentionnées avant moi, mais il faut essayer de comprendre les raisons. Elles sont plurielles. Je vais balayer tout de suite une des raisons qui est le manque de moyens. Ça nous emporterait beaucoup trop loin, mais c'est un fait, il ne faut pas l'ignorer. Donc je ne parlerai pas des moyens, des moyens au sens numérique, du personnel notamment. Donc on est dans un contexte particulier d'hébergement collectif. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de négligence institutionnelle quand on n'est pas capable d'assurer une vie bonne aux résidents? C'est une question. Ce terme de négligence est un peu à la mode, n'est-ce pas? On est confronté à des professionnels qui sont des acteurs incontournables du projet de vie, du projet de soins, puisque c'est comme ça qu'on considère comme devant être le métier, projet de vie, projet de soins, accompagnement, mais qui sont soumis à des contraintes ergonomiques. Ça a été dit plusieurs fois. En dehors du nombre, c'est la question de la synchronisation des actes, des acteurs, et même si la transdisciplinarité est un moyen, elle est loin d'être appliquée partout, mais il faut l'appliquer. C'est une des solutions évidemment importantes. Et puis il y a les résidents. Alors les résidents, je pense que c'est quand même la question de fond. Tout le monde l'a dit, ils sont au centre et on est là. On n'a pas de raison d'être là d'ailleurs s'il n'y a pas de résidents. Qui est contre? Un hôpital sans malade,
ça serait très bien. Un EHPAD sans résident, ça serait très bien. Mais il y a des résidents. Un journaliste sans journal, ça serait Ah, triste. ça serait triste. Il y a des résidents. Alors, des résidents, ils ont des histoires de vie, des parcours de vie singuliers, déjà. Donc ça, c'est comment on passe d'un hébergement collectif avec des procédures plutôt collectives à une approche individuelle. Ça, c'est un vrai sujet. Ayant pour la majorité d'entre eux été contraints, j'utilise volontairement le terme, de se soustraire de leur milieu de vie antérieur. Ce que disait Adeline tout à l'heure, Dominique aussi. On ne va pas en EHPAD forcément par envie d'aller en EHPAD. Donc il y a des raisons. Et la principale d'entre elles, c'est la perte du degré d'indépendance. Cette aggravation de la perte d'indépendance, pour ne pas dire la dépendance, cette notion qui est liée, parce que, là encore, j'insiste, et ne me voyez pas, c'est un regard un peu médical que j'exprime, mais qui est liée quand même pour une grande partie à l'émergence des maladies chroniques qui génèrent cette perte d'autonomie, et en premier rang desquelles les troubles neurocognitifs. 3/4 d'entre eux, effectivement, environ, ont des troubles neurocognitifs à des degrés variables. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les degrés sont variables entre les personnes, mais au même niveau d'un individu, ils vont varier dans le temps, puisqu'on reste 2 ans et demi, 3 ans d'établissement. Il y a une aggravation. Il peut y avoir une aggravation, on peut l'éviter aussi. Mais il y a une variabilité, donc on est dans des choses qui varient. Également des troubles des affects et de la conation. La conation, c'est la motivation. L'alacrité, c'est-à-dire c'est la supracognition, selon Socrate. Et se caractérisant en plus par une pluralité de déficiences. Il n'y a pas que cette déficience-là. La plupart ont des déficiences physiques, sensorielles. Je voudrais insister sur le sensoriel, puisqu'on va en reparler. Ça joue un rôle, le sensoriel joue un rôle capital, et qui va s'interposer pour rendre encore plus difficile la relation à l'autre. Donc on est dans cette complexité de personnes qui n'ont plus toutes leurs fonctions cognitives pour comprendre l'autre, porter un jugement, un raisonnement pertinent, et qui en plus ont des difficultés de perceptivité sensorielle, et qui doivent communiquer, et pour lesquelles on a dit plusieurs fois que la communication avait un rôle majeur, si on ne veut pas les désafférenter complètement. Et c'est le constat. C'est le constat. Alors je vous apporterai peut-être des solutions quand même après. On ne va pas être très négatif. Alors au centre de cela, il y a un organe majeur dont Yves Gilles parlera également, c'est le cerveau, qui est un chef d'orchestre de tout ce phénomène-là. C'est lui qui gère la plupart des troubles, j'allais dire, et qui ne les gère pas bien, puisque sinon on n'en serait pas à ce stade, et ces troubles sont liés à ces maladies. Mais ce cerveau, pour en dire un mot, c'est un organe très compliqué, qui est fait de réseaux, d'interconnexions neuronales, de synapses, qui créent des communications entre les neurones, et tout ça avec des médiateurs chimiques, des neuromédiateurs, qui vont jouer un rôle important. Je vais en citer 4, puisqu'on parle de plaisir. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, de l'attachement aussi, l'attachement à l'autre. La dopamine joue un rôle capital dans la motivation. Les endorphines, qui sont des antidouleurs, antidépresseurs aussi. Et puis la sérotonine, qui est un neuromédiateur important dans la régulation du bien-être et dans la réduction de l'anxiété. Et puis il y a un dernier protagoniste, j'allais dire, qui est la mélatonine. C'est pour vous montrer la complexité du puzzle. Toutes ces substances communiquent plus ou moins entre elles, en impliquant des réseaux neuronaux différenciés. Et dans les maladies dont nous parlons, malheureusement, ces réseaux sont altérés. Je vais y revenir. Alors, venons-en au temps maintenant, à la notion du temps. J'espère qu'il m'en reste assez pour poursuivre. 7 minutes. Ça va très bien. La mélatonine, donc, cette substance qui est formée au niveau d'une glande qui est l'épiphyse et qui va réguler le rythme veille-sommeil, l'alternance veille-sommeil, sous l'effet de la lumière, mais pas la lumière comme celle-là, la vraie lumière. Soleil. Et le soleil. Et donc,
tout à l'heure la question sur le temps du repas, enfin l'heure du repas, quand on désynchronise complètement les synchroniseurs externes, c'est-à-dire l'alternance lumière-obscurité, c'est notre horloge interne là, dont il s'agit. Eh bien, cette dérégulation va entraîner des conséquences en cascade dans l'ensemble du cerveau et au-delà. Et cette désynchronisation va rendre beaucoup plus compliqué encore la gestion du temps. Or, on est dans l'iatrogène, on est dans l'ergonomie iatrogène. C'est quand on oblige à des personnes, peut-être des petits dormeurs, parce qu'on ne pose pas la question à l'entrée en EHPAD, on pose la question des petits mangeurs, des grands mangeurs. On ne pose jamais la question petit dormeur, grand dormeur. Et quand vous imposez à un petit dormeur d'aller s'endormir à 20h ou 21h, alors qu'il fait parfois encore jour, c'est difficile. Alors on va introduire des traitements médicamenteux qui vont aggraver le phénomène. Donc ça, je dirais, on est dans l'iatrogène. On est dans l'iatrogène, mais contraint par ces constats. La notion de temps, c'est un phénomène extrêmement compliqué qui devrait nous amener dans beaucoup de soirées comme celle-là. C'est passionnant comme sujet. Et il faut bien différencier ce qu'on appelle la perception du temps, ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure, qui est tributaire de cette horloge interne, et puis un autre phénomène qui est la sensation du passage du temps. Pas tout à fait la même chose. La notion de passage du temps. Et là, on se rend compte par des études qui ont été menées et qui ont évalué l'effet de l'âge, du vieillissement. Vieillissement normal, pas le vieillissement avec les maladies dont je parlais. Eh bien, il y a indiscutablement des modifications de cette perception du passage du temps avec l'âge. Vous savez, ça se traduit comment? Avec un paradoxe qui est souvent de dire l'impression que le temps passe plus vite. Mais en même temps, les mêmes vont dire que les journées sont trop longues. Vous voyez, donc c'est un peu paradoxal. Et cette distorsion de la perception du temps, elle est sous l'emprise de au moins deux paramètres qui vont faire le lien avec plaisir et relation. C'est les émotions qui sont régies par notamment notre cortex préfrontal, et l'attention. L'attention, mais pas l'attention comme vous actuellement avec moi, c'est la capacité, les processus, les ressources d'attention qu'on va recruter quand on est en face de situations complexes. On utilise, nous, cela pour évaluer les fonctions d'attention. On fait ce qu'on appelle des épreuves de double tâche. On fait passer deux tâches, une tâche motrice, une tâche cognitive aux personnes, et on se rend compte que dès lors qu'elles ont des maladies d'Alzheimer débutantes, elles sont moins capables de gérer la double tâche, c'est-à-dire de commuter d'une tâche à l'autre. Et donc, ça explique d'ailleurs qu'elles vont avoir des troubles de l'attention qui vont générer des chutes, etc. Un certain nombre. Ces deux phénomènes que sont les troubles des émotions et le trouble de l'attention, eh bien, ce sont les deux piliers communs aux maladies dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la maladie d'Alzheimer, de la démence à corps de Lévy, de la maladie de Parkinson ou encore de la dépression, il y a à des degrés variables des altérations de la régulation des émotions et des troubles de l'attention. Ce qui explique que ces mêmes personnes n'ont pas la même notion du temps que nous. Les résidents n'ont pas. A fortiori, on a tendance à tort à introduire des traitements, je disais tout à l'heure, qui vont, eux, aggraver parfois le phénomène en agissant sur... Ils vont déstabiliser finalement toute cette homéostasie complexe. Alors, on a des situations que Adeline connaît bien. Chez nos résidents, il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas développer, il y a donc les troubles de l'attention, ça joue un rôle majeur. Il y a ce qu'on appelle l'alexithymie, qui est le silence des émotions. Silence des émotions, c'est-à-dire personnes qui n'ont plus vraiment d'affect. Et puis, il y a l'anédonie, qui est la perte des capacités à ressentir le plaisir. Et tous ces phénomènes-là peuvent cohabiter, alors encore une fois, des degrés très variables selon les personnes. Mais ça sera mon propos conclusif, c'est que si on n'a pas identifié cela, individu par individu, c'est-à-dire si on n'a pas fait la cartographie de ces troubles-là,
comme on le ferait dans une situation d'évaluation des problèmes en face d'un problème X, eh bien, on ne pourra pas avoir une approche individuelle qui soit vraiment accomplie. Et ce qui m'amène à évoquer les solutions qui peuvent être envisagées. Elles ont déjà été, pour certaines, évoquées par nos participants. La première, c'est qu'il faut agir sur le milieu. Et là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire, le milieu, c'est à la fois l'environnement. Alors, j'évoquais tout à l'heure le rôle du sensoriel, mais un individu ne peut pas vivre sans son environnement, à condition que les interfaces homme-environnement fonctionnent bien. Donc, je parle de l'audition, de la vision, du toucher également, tous ces sens qui ont un rôle important. Au passage, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'organe sensoriel du temps. Il n'existe pas. Je vois que le temps passe, effectivement. Ça ne m'a pas échappé. J'ai presque fini. Donc, agir sur le milieu, déjà. Et c'est là où, effectivement, apparaît le problème des moyens. Et puis, agir et surtout vers la personne. Et je voudrais énumérer un certain nombre de pistes qui ont été évoquées. Mieux la connaître, avoir procédé au récit, l'histoire de vie, ça c'est capital. On ne prend pas assez le temps de connaître son héritage, son héritage culturel. Ça, c'est un point majeur. On ne peut pas imaginer trouver des réponses individuelles si on n'a pas passé cette étape-là. Avoir pris le temps, lui ayant permis d'exprimer ses attentes, ses envies. C'est le rôle du projet d'aide personnalisée, quel que soit, qui n'est peut-être pas toujours fait de manière optimale. Avoir porté un diagnostic sur ses capacités. Roger Paul a évoqué ce terme tout à l'heure, ça m'évitera de le définir, mais cette notion de capacité, c'est capital. Ses capacités attentionnelles, ses capacités à gérer ses émotions, plus généralement l'évaluation de ses fonctions cognitives, de ses affects, de sa conation. Ça, c'est le rôle des psychologues, de nos psychologues, voire parfois de nos neuropsychologues. Et on parlait tout à l'heure des animateurs, il manque du temps de psychologues dans les établissements, ça c'est clair. Avoir rattaché ces dernières à la ou aux maladies causales, les troubles, afin d'envisager le cas échéant une approche thérapeutique adaptée, parce qu'on dispose possiblement de traitements quand même. Et mettre ces personnes à l'abri des traitements alors qu'ils pourraient apporter une contribution, c'est pas bien, c'est pas normal. Et je pense notamment à la dépression. Ça mériterait un débat, et ça serait trop long. Pas aujourd'hui. Mais c'est un sujet à part entière. Cette démarche clinique passe également par l'analyse de ces rythmes veille-sommeil de la personne. C'est le sommeil, les troubles du sommeil. Je rappelle que quelqu'un qui dort moins bien va la journée avoir des plaintes, va être moins capable de gérer ses émotions. Enfin, tout est en interrelation. La douleur génère des troubles du sommeil. Tout est intriqué. Donc il faut démêler tout cela et le faire minutieusement. Identifier les déficiences sensorielles accessibles. Beaucoup de résidents ont des troubles sensoriels de l'audition, de la vision parfois, qui n'ont pas été évalués et pour lesquels on n'a pas mis en place les mesures qui devraient être mises en place. Primum non nocere, ne pas nuire, c'est-à-dire éviter certains médicaments, j'ai dit plusieurs fois, qui peuvent aggraver les choses. Mais par contre, recourir aux traitements qui peuvent avoir un intérêt. Et il y en a un certain nombre, je ne vais pas développer, notamment pour reconstituer un stock de dopamine, la mélatonine sont des traitements qui peuvent avoir un intérêt. Savoir recourir à certaines approches non médicamenteuses, et là je ne vais pas développer puisque ça sera évoqué plus loin, et notamment la méthode Montessori, elle sera développée, la méditation pleine conscience qui fait actuellement l'objet d'études, donc il faut attendre les résultats, on n'a pas pour l'instant de niveau de preuve suffisant. La luminothérapie, c'est peut-être cette thérapie qui a aujourd'hui le plus de niveau de preuve, en resynchronisant les rythmes. Tout à l'heure, on a évoqué l'humour, je rajouterai l'optimisme, qui sont des moyens qui ont été démontrés scientifiquement comme étant tout à fait efficaces. Quand j'ai dit méditation, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je suis désolée. Quand j'ai dit méditation, j'ai pas dit médiation, mais je pensais à la médiation animale. Je vais m'arrêter là pour dire que vie bonne, santé bonne, peut-être que les deux sont peu dissociables et que ça mériterait pouvoir poursuivre.
Et puis, je voudrais terminer par une petite citation, j'aime bien les citations, que j'emprunte à François Cavana, écrivain journaliste, c'est pour vous, Anne, qui disait « À toujours attendre demain pour commencer à vivre, on finit par se retrouver après-demain et l'on s'aperçoit que vivre se conjugue désormais au passé. » Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, je donne la parole au professeur Francis Wolf. Monsieur, vous aurez le mot de la fin de cette table ronde. Merci de me donner la parole et pour me donner, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, en tout cas je prends cette parole avec beaucoup d'humilité. J'ai bien le sentiment d'être ici plutôt un intrus. Le philosophe spécialiste et qui est Roger Paul, puisqu'il vous accompagne depuis 2 ans, eh bien, dit déjà beaucoup de choses sur la vie bonne. Je vais simplement essayer de donner quelques-unes de mes réactions à ce que j'ai entendu cet après-midi, comme on me le demande. Ce qui m'a frappé, la première chose qui m'a frappé, c'est que l'ensemble des intervenants ont insisté sur le fait qu'il faut toujours agir cas par cas, en quelque sorte faire du sur-mesure, que chaque individualité est différente et doit être traitée d'une façon différente concernant les 4 thèmes qui ont été abordés. C'est pourquoi d'ailleurs le philosophe est un peu gêné, puisqu'il est supposé plutôt être spécialiste des généralités que des individualités, plutôt du concept que des cas particuliers. Deuxième observation, je m'étais demandé pourquoi vous avez choisi pour cette 2e année de réfléchir sur la vie bonne. En lisant le livre qui a été consacré aux Estivales l'an dernier, je crois l'avoir compris. Il me semble que cette année 2020 a été marquée par le fait que beaucoup des personnels des EHPAD ont été choqués du fait que les autorités de ce pays ont privilégié la vie au sens biologique. Il fallait protéger les résidents de la maladie par tous les moyens, plutôt que de la vie au sens, disons, existentiel, à savoir la vie relationnelle qui nourrit le goût et l'envie de vivre, le lien affectif qui donne du sens à la vie. Donc, je crois avoir compris que cette nécessité que vous avez de réfléchir cette année à la vie bonne vient du fait que vous avez le sentiment qu'elle a été trop négligée lors de cette pandémie qui a privilégié ce que les anciens Grecs appelaient le zen, c'est-à-dire le vivre au détriment du euzen, c'est-à-dire de la vie bonne, autrement dit du bonheur. Alors maintenant, quelques mots là encore très rapides sur la vie bonne. Il ne me viendrait, il faut, je crois, avoir le courage de dire d'abord, pour commencer, qu'il ne faut pas se bercer de faux semblants. L'idéal d'une vie bonne, l'idéal que je me fais d'une vie bonne, ou que n'importe quel philosophe se fait d'une vie bonne, n'est pas la vie en EHPAD. Il faut commencer par le dire et le reconnaître. La vie bonne, c'est une vie choisie et non pas subie. La vie bonne, c'est une vie autonome et non pas une vie dépendante. La vie bonne, c'est une vie pleine dans laquelle se trouvent réalisées toutes les possibilités qu'on porte en soi comme être vivant. Or, la vie en EHPAD est limitée comme être humain, comme individu singulier. En somme, réaliser ce qu'on est en tant que vivant, sur le plan perceptif, sensible, émotif, sexuel, en tant qu'humain, raisonnement, rapport aux autres, au passé, à l'avenir, à la beauté, en tant qu'individu singulier qui a ses goûts et sa singularité, son identité propre. Bien entendu, je crois que la réflexion éthique doit commencer par admettre que les personnes âgées dépendantes ont certes la capacité d'éprouver des désirs et d'exprimer des valeurs, mais sont souvent dans l'incapacité de traduire dans des actes leurs désirs ou leurs désirs passés et leurs valeurs. Cela ne signifie évidemment pas qu'une vie bonne est impossible en EHPAD, bien au contraire, mais à condition de ne pas se tromper d'instrument de mesure. Alors, c'est là où je vais entrer dans les 4 thèmes qui ont été proposés au débat, à la réflexion. Peut-on se contenter de mesurer la vie bonne à la satisfaction des désirs, c'est-à-dire au nombre, à la variété, à l'intensité des plaisirs qui résultent de la satisfaction des désirs? Alors j'ai entendu beaucoup parler de
petits plaisirs. Par exemple, on a signalé dans le film le fait de jouer aux boules, de prendre un bain de pied, de jardiner, bref, des désirs en quelque sorte hérités de la vie d'avant. J'ai aussi entendu parler d'un autre type de plaisir, mais qui n'a pas été, comment dirais-je, conceptualisé comme tel. Ce serait plutôt ce que Épicure appelle le plaisir en repos, par opposition au plaisir en mouvement. Le plaisir en mouvement est celui qui accompagne la satisfaction d'un désir. Le plaisir en mouvement, c'est celui qui naît lorsque les désirs sont en quelque sorte satisfaits. C'est le silence des organes et le silence, en quelque sorte, de l'esprit qui n'est plus ou qui n'est pas troublé. Ce sont d'autres types de plaisirs à condition qu'on en prenne conscience. Et je crois que c'est ce qui a été noté, et peut-être que le rôle du personnel est d'aider les résidents à prendre conscience de ces nouveaux types de plaisirs. Je vais prendre un exemple très personnel. Nous savons quelle joie ça a été pour nous de pouvoir, il y a quelques jours, tomber le masque en extérieur. Nous éprouvions un nouveau plaisir, celui de sentir le vent sur notre bouche, de voir à nouveau le visage des gens dans la rue. Je dis bien, c'est des plaisirs nouveaux, parce qu'en réalité, nous ne les avions jamais éprouvés comme tels. Nous aurions dû les éprouver avant, mais nous ne l'avons pas éprouvé. C'est exactement la même chose que lorsque nous avons été longuement alités, nous éprouvons le plaisir de simplement marcher, alors que naguère, marcher ne nous faisait pas particulièrement plaisir. Alors je crois que si on parle de vie bonne ou de qualité de vie pour les personnes handicapées ou dépendantes, plutôt que de mesurer cette qualité à leur capacité à satisfaire des désirs, je crois qu'on pourrait plutôt substituer, ou en tout cas compléter ce critère par la richesse de l'expérience. Par expérience parfois aussi riche, parfois beaucoup plus riche, riche en relations affectives, en relations de réciprocité, en signes d'affection que celle des personnes valides. Autrement dit, si le critère devient la richesse de l'expérience en première personne, le fait que le handicap ou le grand âge réduisent la qualité de vie ne me semble pas du tout prouvé. La joie qu'on éprouve à faire ou à ressentir quelque chose dépend avant tout de la conscience que nous en prenons, et celle-ci dépend moins de l'importance de l'acte ou de la sensation, mais du fait de nous apercevoir que nous n'en sommes pas privés, au fait que nous pouvons simplement en jouir. J'allais dire, il en va comme du goût de la cerise. Savons-nous apprécier le goût de la cerise comme ma femme a brusquement apprécié le goût de la cerise après en avoir été privée pendant 1 an parce qu'elle a eu le Covid et qu'elle n'avait plus, elle avait perdu l'odorat et le goût. Deuxième chose dont on a parlé, le temps. Alors, j'ai noté au moins 3 paradoxes sur la sensation du temps. D'abord, quelque chose qui a été relevé par le professeur Jandel, que je dirais d'une façon très simple. Il me semble que dans le grand âge, les heures passent trop lentement, mais les années passent trop vite, si je puis dire. C'est ce décalage entre le rapport au temps long et le rapport au temps court qui est le premier paradoxe du grand âge. Le second, c'est qu'à mesure que l'avenir se rétrécit, le passé s'allonge. On vit donc de moins en moins dans le projet, de plus en plus dans le souvenir, ce qui peut à la fois avoir des effets positifs et négatifs. Positifs, parce que l'évocation des souvenirs peut avoir en elle-même quelque chose de satisfaisant, alors qu'elle avait moins de sens, évidemment, dans la jeunesse, tournée vers l'avenir. Elle peut aussi, évidemment, avoir parfois des effets délétères, le regret, la nostalgie. Enfin, un troisième paradoxe, c'est celui du visiteur d'EHPAD, qui se dit, qui vient d'un monde agité dans lequel le temps est compté, et qui se dit, mais voilà, pourquoi ces résidents ont-ils l'air de prendre leur temps alors que leur temps, d'une certaine manière, leur est compté? J'ai lu, en effet, que la moyenne de séjour dans les EHPAD ne dépassait pas 2 ans. Troisième, vous me donnez encore 2 minutes? Encore 2 minutes. Voilà. Troisième thème qui a été abordé, la relation aux autres.
Alors là, nous entrons, à mon avis, de plein pied dans la définition de ce qu'est un être humain. Les anciens, comme vous savez, ont proposé beaucoup de définitions de l'être humain, l'animal bipède, mais je crois que la définition la plus riche, c'est celle de l'animal ou de l'être vivant qui dispose du logos. Alors évidemment, on va dire, mais dans le grand âge ou dans le handicap, les gens ont perdu parfois une grande partie de leur capacité cognitive et donc de leur capacité linguistique. Oui, mais le logos, c'est beaucoup plus large que la capacité à parler ou à conceptualiser ce que l'on veut dire. C'est la capacité à être en relation et à vivre en relation avec les autres. Et la preuve en est que cette capacité au logos, elle existe chez le petit homme bien avant l'apparition du langage. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. 2 enfants d'1 an, par exemple, ou même moins, peuvent alternativement se regarder l'un l'autre pour regarder un même objet, une balle. Ils ont une attention conjointe au même objet, ce qui est une caractéristique strictement humaine, parce qu'il est déjà, le petit homme, installé dans le triangle du logos, c'est-à-dire au fait dans le triangle de l'interaction qui est celui qui nous définit en tant qu'être humain. Enfin, dernier thème sur lequel il y aurait là encore aussi beaucoup à dire, l'inquiétude qui a été abordée, l'inquiétude de la fin de vie. Alors, il me semble, et je crois que c'est un fait, au fond, d'introspection peut-être, et que je crois un certain nombre de lectures ou d'expériences que je peux avoir permet de dire, et que sans doute les professionnels pourront confirmer. Avec l'âge, le rapport à la mort change d'une façon qui, là encore, me semble paradoxale. Je crois qu'on pense beaucoup plus à la mort dans la jeunesse et peut-être même dans l'enfance que dans le grand âge. Les enfants y pensent plus que les vieillards parce que les enfants découvrent que leur moi n'a pas toujours existé, n'existera pas toujours, qu'il y a eu un passé avant leur naissance, qu'il y aura donc un futur après leur mort. Et c'est très angoissant. Je mourrai un jour, je ne sais pas quand. Je crois qu'en moyenne, les vieillards sont moins préoccupés de cette question parce que l'idée de la mort leur est devenue familière. Paradoxalement, la mort, ou plus exactement l'idée de la mort, s'éloigne à mesure que s'approche le fait de mourir. Mais il y a une deuxième raison. Et je l'emprunte ici à psychanalyste naguère célèbre, Françoise Dolto, et qui justement, à propos de l'angoisse littérale des enfants face à la mort, disait la chose suivante. Les enfants posent souvent la question « quand est-ce qu'on meurt ?» Question, je crois, qui est évidemment le grand mystère de la condition humaine, mais qui, à ma connaissance, n'est pas exactement celle qu'on se pose dans le grand âge. Et la réponse de Françoise Dolto, qui m'a énormément intéressé, est la suivante. Il faut dire à l'enfant, on meurt quand on a fini de vivre. La réponse paraît triviale, mais elle est extrêmement profonde. Parce que ce dont nous avons peur, enfants, adultes, ou peut-être même vieillards, c'est de mourir avant d'avoir fini de vivre. C'est-à-dire de mourir avant que nous ayons fini quelque chose, c'est-à-dire alors que nous avions encore du désir, alors que nous avions encore du désir de vivre. C'est cette inquiétude qui est au fond non seulement de la condition humaine, mais que vous, personnel d'EHPAD, vous côtoyez tous les jours, qui me semble être extrêmement instructif. Et ce que vous avez pu dire à propos de la relative quiétude des résidents face à leur propre mort et de leur véritable inquiétude face à la mort des autres et de ceux qui les entourent, avec lesquels ils étaient en interaction, me semble une des leçons essentielles que j'aurais retenues en vous écoutant. Je vous remercie. Bravo, monsieur. Merci à vous cinq. Vous avez été formidables. On a appris beaucoup de choses.